Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur une compréhension orale basée sur le TCF. Cette compréhension est composée des 16 questions avec un niveau de difficulté qui augmente progressivement. Je vais d'abord vous faire écouter l'audio une première fois. Ensuite, je marquerai une courte pause pour vous permettre de lire la question. Puis, nous réécouterons l'audio une deuxième fois. À la fin, je vous donnerai la réponse. Je vous invite à partager vos réponses en commentaire et à me dire combien de bonnes réponses vous avez obtenues sur 16. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne pour me soutenir et m'encourager à continuer. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, je lance le premier audio. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que tu as proposé à Laurent de venir à ton anniversaire? A. Bien sûr, je lui ai téléphoné ce matin. B. Oui, je lui ai acheté un cadeau hier. C. Pas du tout, j'ai préparé le gâteau moi-même. D. Pourquoi pas? J'ai organisé une fête surprise. Eh bien, je vous répète l'audio une deuxième fois. Pensez à choisir votre réponse sur les réponses données A, B, C ou D et laissez la réponse en commentaire. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que tu as proposé à Laurent de venir à ton anniversaire? A. Bien sûr, je lui ai téléphoné ce matin. B. Oui, je lui ai acheté un cadeau hier. C. Pas du tout, j'ai préparé le gâteau moi-même. D. Pourquoi pas? J'ai organisé une fête surprise. Et donc ici, la bonne réponse, c'est la lettre A. On passe à la question numéro 2. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Donc nous on est d'Évreux, Des touristes. des touristes, ouais, on est les touristes là, donc ça fait 250 km. On est venu passer la journée spécialement au Mont-Saint-Michel. Voilà. On a le soleil pour nous. Je crois que c'est la 10e fois au moins qu'on vient, mais on trouve toujours quelque chose à découvrir, c'est ça le truc. Hein. On peut venir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, on n'a jamais le même spectacle. Non. Ça change tout le temps, c'est ça qui est fabuleux. Pourquoi est-ce que ces personnes sont au Mont-Saint-Michel? Lisez les réponses et essayez de choisir la bonne réponse. Je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Donc nous on est d'Évreux, Des touristes. des touristes, ouais, on est les touristes là, donc ça fait 250 km. On est venu passer la journée spécialement au Mont-Saint-Michel. Voilà. On a le soleil pour nous. Je crois que c'est la 10e fois au moins qu'on vient, mais on trouve toujours quelque chose à découvrir, c'est ça le truc. Hein. On peut venir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, on n'a jamais le même spectacle. Non. Ça change tout le temps, c'est ça qui est fabuleux. Pourquoi est-ce que ces personnes sont au Mont-Saint-Michel? Essayez de marquer la bonne réponse car ensuite je vous donnerai. N'oubliez pas de laisser la réponse en commentaire. Dites-moi donc qu'est-ce que vous avez marqué. C'est près de chez elles, elles aiment l'endroit, l'entrée est gratuite, il y a beaucoup d'activités. Ici, tout d'abord, il faut penser qu'on ne parle pas de la valeur d'entrée. Donc, on ne peut pas dire que l'entrée est gratuite ou pas. Ensuite, on a c'est près de chez elle. Sauf qu'au long du texte, il nous dit que, au long de l'audio, il nous dit que ça fait 250 km parce qu'ils sont d'Évreux. Donc, non, ce n'est pas près de chez elle, au contraire, c'est loin. Donc, on a deux réponses possibles. Elles aiment l'endroit, ces personnes-là,
où il y a beaucoup d'activités. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, mais on ne sait pas lequel. Par contre, ils disent que c'est la 10e fois, ou moins, qu'on vient, mais on trouve quelque chose à découvrir. C'est là les trucs. Hein? On peut venir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. On n'a jamais le même spectacle. Donc, elles aiment l'endroit. J'espère que vous avez eu la bonne réponse. On va attaquer maintenant la 3e question. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Football, Marseille, Paris Saint-Germain ce soir au stade Vélodrome. À la mi-temps, le score est d'un but partout. Marseille, Paris Saint-Germain, c'est actuellement au stade Vélodrome. La seconde mi-temps vient de commencer, Antoine Grenier. Qu'est-ce qu'on apprend sur le match? Je vous laisse lire les réponses. Essayez de donc choisir la bonne. Et je vous remets l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Football, Marseille, Paris Saint-Germain ce soir au stade Vélodrome. À la mi-temps, le score est d'un but partout. Marseille, Paris Saint-Germain, c'est actuellement au stade Vélodrome. La seconde mi-temps vient de commencer, Antoine Grenier. Qu'est-ce qu'on apprend sur le match? Donc vous avez 4 possibilités. Il faut choisir la bonne et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Il y a beaucoup de spectateurs. Les équipes jouent encore. Les sportifs sont fatigués. On a annulé la rencontre. Eh bien, on ne parle pas de la quantité de spectateurs. Donc on pourrait déjà éliminer cette question-là, cette réponse. Les sportifs sont fatigués. On ne parle pas de si les sportifs sont fatigués ou pas. Donc on a les équipes jouent encore ou on a annulé la rencontre. Sauf que dans le texte, on parle de la mi-temps et le score, qui est d'un but partout. Et ensuite, on a Marseille et Paris Saint-Germain, c'est actuellement au stade Vélodrome. La seconde mi-temps vient de commencer. Alors, Antoine Grenier. Là, c'est-à-dire que les équipes jouent encore. On ne parle pas d'une annulation. Eh bien, on continue. On passe à la question 4. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Paulin, c'est pas du riz, Paulin. En cuisine, en salle ou à la caisse, Pierre Pavie s'assure que tout se passe bien dans son restaurant Le 5, collé au musée de Grenoble. Troisième plat, c'est quoi? Le chef Christian, le second Edwin, qui est équatorien, et puis là, il y a quelqu'un qui est mélate et qui est irakien. Voilà. Le patron, homme longiligne de 69 ans, a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, en Asie et au Moyen-Orient surtout. À ses employés, il veut rendre ce qu'il a reçu. Au départ, ils étaient essentiellement d'Europe ou français. Qu'apprend-on sur Pierre Pavie? Eh bien, lisez les réponses. Je vous repasse l'audio, donc lisez attentivement pour choisir la bonne réponse et laissez-moi un commentaire. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Paulin, c'est pas du riz, Paulin. En cuisine, en salle ou à la caisse, Pierre Pavie s'assure que tout se passe bien dans son restaurant Le 5, collé au musée de Grenoble. Troisième plat, c'est quoi? Le chef Christian, le second Edwin, qui est équatorien, et puis là, il y a quelqu'un qui est mélate et qui est irakien. Voilà. Le patron, homme longiligne de 69 ans, a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, en Asie et au Moyen-Orient surtout. À ses employés, il veut rendre ce qu'il a reçu. Au départ, ils étaient essentiellement d'Europe ou français. Qu'apprend-on sur Pierre Pavie? Donc là, on a à nouveau 4 possibilités. Eh bien, on a, il emploie du personnel étranger, il ouvre des restaurants dans le monde, il se passionne pour la cuisine asiatique, il voyage pour découvrir des recettes. C'est vrai qu'il voyage beaucoup, surtout pendant sa jeunesse, mais là, on ne parle pas de voyage, donc on peut déjà éliminer la dernière réponse. Il se passionne pour la cuisine asiatique, c'est vrai, mais là, on parle de son restaurant, actuellement, le 5, et on n'a pas cette information-là. Donc, on peut éliminer aussi cette
avant-dernière réponse. Donc on a deux réponses possibles. Il emploie du personnel étranger, il ouvre des restaurants dans le monde. Mais là, quand on voit bien et qu'on fait beaucoup d'attention, on entend que le chef chrétien, le second Edwin, qui est équatorien, et puis là, il y a quelqu'un qui est Melad et qui est irakien. Donc la bonne réponse, il emploie du personnel étranger, de façon qu'à la fin, il dit, au départ, ils étaient essentiellement d'Europe ou français. Donc là, il parle vraiment du personnel. Il ne parle pas d'ouvriers de resto partout dans le monde. Donc la bonne réponse, il emploie du personnel étranger. Bien, nous sommes déjà à la 4e question et j'espère que vous avez eu tout bon jusqu'à présent. On va continuer et on passe à la question numéro 5. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous pouvons parler d'un nouveau concept, le voyage électronique ou e-voyage. En effet, les réseaux Internet permettent aux voyageurs de mieux choisir leurs itinéraires, de comparer les prix entre les différentes compagnies et de se tenir au courant des formalités à remplir ou des difficultés prévisibles lors d'un déplacement n'importe où dans le monde. Que permet ce nouveau concept? Lisez bien les réponses. Je vous repasse le duo. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous pouvons parler d'un nouveau concept, le voyage électronique ou e-voyage. En effet, les réseaux Internet permettent aux voyageurs de mieux choisir leurs itinéraires, de comparer les prix entre les différentes compagnies et de se tenir au courant des formalités à remplir ou des difficultés prévisibles lors d'un déplacement n'importe où dans le monde. Que permet ce nouveau concept? Eh bien, on a 4 possibilités. De bien préparer son voyage, de faire des rencontres en voyage, de partager ses photos de voyage ou de pouvoir gagner des voyages. On ne parle jamais des tirages au sort ou des concours, donc on peut éliminer la dernière réponse. On ne parle pas des photos de voyage ni des rencontres. On peut éliminer aussi donc la 2e et 3e réponse. Ce qui nous reste donc que la première, parce qu'en effet, les réseaux Internet permettent de mieux choisir leurs itinéraires, de comparer les prix entre les différentes compagnies et de se tenir au courant des formalités à remplir ou des difficultés prévisibles lors d'un déplacement n'importe où dans le monde. Donc, de bien préparer son voyage. Avant de continuer, n'oubliez pas de bien liker cette vidéo-là et de me dire en commentaire si ces sortes d'exercices vous plaît. On continue? On écoute l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le public s'est déplacé nombreux et a été patient avant la montée sur scène de la star du reggae Alpha Blondy. Une longue attente due notamment à des problèmes techniques, un public heureux. Moi, je trouve que c'est réussi parce que là, avec tout ce monde que nous venons de voir, c'est une surprise pour moi parce que vraiment, un grand reggaeman comme Alpha. Plusieurs artistes venus du Maroc, du Mali, du Burkina, du Gabon, du Burundi et d'ailleurs, et bien sûr des artistes ivoiriens s'étaient succédés en début de soirée. Pourquoi y a-t-il eu de l'attente avant le concert? Lisez bien les réponses. Attention car il y a un petit piège. Je vous repasse l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le public s'est déplacé nombreux et a été patient avant la montée sur scène de la star du reggae Alpha Blondy. Une longue attente due notamment à des problèmes techniques, un public heureux. Moi, je trouve que c'est réussi parce que là, avec tout ce monde que nous venons de voir, c'est une surprise pour moi parce que vraiment, un grand reggaeman comme Alpha. Plusieurs artistes venus du Maroc, du Mali, du Burkina, du Gabon, du Burundi et d'ailleurs, et bien sûr des artistes ivoiriens s'étaient succédés en début de soirée.
Pourquoi y a-t-il eu de l'attente avant le concert? Parmi nos options de réponse, on a l'installation a pris du retard, les programmes ont été modifiés, les groupes venaient de loin, les transports étaient bloqués. On ne parle pas des transports bloqués, donc on peut éliminer déjà la dernière réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes un petit peu partout, hein, du Maroc, du Gabon, du Mali, du Burkina, du Burundi, mais on dit qu'ils se succèdent depuis le début de soirée. Donc c'est ça le piège, parce qu'on pense toujours que les groupes venaient de loin, c'est pas faux, mais la question posée c'est pourquoi y a-t-il de l'attente avant les concerts? On parle des modifications du programme. Le programme il est modifié automatiquement car il y a eu du retard. Mais donc la bonne réponse c'est l'installation a pris du retard, donc on a là une longue attente due notamment à des problèmes techniques. Donc on pourrait penser peut-être les programmes ont été modifiés ou les groupes venaient de loin. Mais en fait la bonne réponse, l'installation a pris du retard. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un petit piège. On avance. Question numéro 7. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Xavier Martin est vendeur en vrac, il appelle ça être consomme-acteur. En fait, je considère que acheter, c'est comme voter. Pour moi, consommateur, c'est dès que j'achète, c'est comme si je faisais un vote. Moi, je crois en le bio, le vrac. Donc là, vous avez choisi la lessive liquide écologique. Voilà, 40% moins cher si on ramène son propre contenant que si on l'achète préemballé. Comment Xavier Martin décrit-il le fait d'acheter? Lisez bien les réponses. Choisissez la vôtre et la laissez en commentaire. Et je vous repasse l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Xavier Martin est vendeur en vrac, il appelle ça être consomme-acteur. En fait, je considère que acheter, c'est comme voter. Pour moi, consommateur, c'est dès que j'achète, c'est comme si je faisais un vote. Moi, je crois en le bio, le vrac. Donc là, vous avez choisi la lessive liquide écologique. Voilà, 40% moins cher si on ramène son propre contenant que si on l'achète préemballé. Comment Xavier Martin décrit-il le fait d'acheter? Eh bien, parmi nos réponses, on a comme un choix politique, comme un geste banal, comme un plaisir facile, comme une dépense inutile. Il parle des réductions, même de 40% si la personne apporte son bocal. Donc non, ce n'est pas une dépense inutile. Comme un plaisir facile, il ne parle pas de ça. Comme un geste banal, au contraire, pour lui, il donne le nom consommateur. Pourquoi? Pour lui, il nous dit, en fait, je considère qu'acheter, c'est comme voter. Pour moi, consommateur, c'est dès que j'achète, c'est comme si je faisais un vote. Donc on voit bien qu'il établit une comparaison ici avec un choix politique. Eh bien, nous sommes à la moitié de notre test, donc j'espère que vous avancez bien. N'oubliez pas, à chaque fois, les niveaux, ils augmentent un petit peu plus. Donc, je vous passe l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Louer du matériel de bricolage, un siège bébé ou même la voiture d'un particulier, Patrick vient de Martinique. En arrivant à Orly, il en a loué une via l'agence Carnomise. Ça permet à la personne qui a voyagé, par exemple, de ne pas payer le parking, d'avoir sa voiture tout près lorsqu'elle va arriver. Et ça permet à un voyageur comme moi de trouver une voiture rapidement et pas cher, mais vraiment pas cher. Pourquoi Patrick est-il satisfait de l'agence Carnomise? Lisez bien les réponses. Je pense que vous avez remarqué, ici, c'est excellent comme évaluation. Pourquoi? Parce qu'il y en a le français francophone. Il n'y a pas seulement le français de France, mais un français un petit peu partout. Donc c'est pour ça que j'adore ces sortes d'exercices. Eh bien, je vous repasse l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Louer du matériel de bricolage, un siège bébé ou même la voiture d'un particulier, Patrick vient de Martinique. En arrivant à Orly, il en a loué une via l'agence Carnomise. Ça permet à la personne qui a voyagé, par exemple, de ne pas payer le parking, d'avoir sa voiture tout près lorsqu'elle va arriver. Et ça permet à un voyageur comme moi de trouver une voiture rapidement et pas cher, mais vraiment pas cher. Pourquoi Patrick est-il satisfait de l'agence Carnomise? Donc elle est située dans les halles de l'aéroport. Elle offre un mois de stationnement. Elle propose des tarifs peu élevés.
elles vendent des équipements pour enfants. Attention, car ici, on peut penser à plusieurs choses parce qu'on parle de louer du matériel de bricolage, un siège bébé ou même la voiture d'un particulier. Donc ici, quand on parle d'une entreprise, une agence qui s'est Carnomise. Cette entreprise, donc c'est une agence qui loue des voitures. Donc ici, elle offre un mois de stationnement. Elle est située dans les halles de l'aéroport, elle offre un mois de stationnement, elle propose des tarifs peu élevés, elle vend des équipements pour l'enfant. Donc, si on pense bien, elle est située dans les halles de l'aéroport aussi parce qu'elle dit en arrivant à Orly. Orly, c'est un des aéroports situés à Paris. Par contre, elle dit aussi qu'il vient de Martinique, qu'il pourrait arriver par exemple à l'aéroport Saint-Exupéry, ici à Lyon. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être situé dans les halles de l'aéroport, mais qu'elle est située un petit peu partout. Donc, elle nous dit même, tout après, lorsqu'elle va arriver, ça permet à un voyageur comme moi de trouver une voiture rapidement, donc un petit peu partout. Elle offre un mois de stationnement, pas forcément, il y a une voiture là-bas, donc en fait, on prend une voiture, par exemple, ça nous permet de, comme nous dit notre personnage, ça permet à la personne qui a voyagé de, par exemple, ne pas payer les parkings. Donc, on ne parle pas que c'est offert un mois de stationnement. Et on a ces deux-là, donc comme je vous disais, c'est une agence qui loue des voitures. Donc, elle vend des équipements pour enfants? Non. Donc, elle propose des tarifs peu élevés. Pourquoi? Je peux vous confirmer. Il nous dit, et ça permet à un voyageur comme moi de trouver une voiture rapidement et pas chère. Vraiment pas chère. Donc, elle propose des tarifs peu élevés. On avance à la question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le plus beau cadeau pour un auteur, c'est quand un jeune lecteur vient te voir et te dit moi je lisais pas avant et j'ai lu votre livre et maintenant j'en lis plein. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en particulier sur les thrillers, parce qu'il y a ce côté suspense où ils veulent savoir la suite et du coup ils vont au bout du livre pour savoir, avoir la clé. Et vraiment c'est le plus beau cadeau. Qu'est-ce qui fait plaisir à cette écrivaine? Lisez bien les réponses. Je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le plus beau cadeau pour un auteur, c'est quand un jeune lecteur vient te voir et te dit moi je lisais pas avant et j'ai lu votre livre et maintenant j'en lis plein. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en particulier sur les thrillers, parce qu'il y a ce côté suspense où ils veulent savoir la suite et du coup ils vont au bout du livre pour savoir, avoir la clé. Et vraiment c'est le plus beau cadeau. Qu'est-ce qui fait plaisir à cette écrivaine? Parmi nos réponses, on a donner les goûts des romans, rencontrer des talents en herbe, répondre à des interviews, transmettre l'envie d'écrire. Ici, elle nous donne une interview, mais elle ne parle pas de répondre à des interviews. Rencontrer du talent en herbe, c'est-à-dire quand on va vraiment à un salon littéraire, par exemple, qu'on a à la vente d'un livre, on ne parle pas de ça. Mais là, au début de l'audio, on entend quand elle nous dit « Les plus beaux cadeaux pour un auteur, c'est quand un jeune lecteur vient des voir et lui dit « Eh bien moi, je ne lisais pas avant, j'ai lu votre livre et maintenant, j'en lis plein. » Donc là, ce n'est pas transmettre l'envie d'écrire, mais plutôt donner les goûts des romans, c'est-à-dire l'envie de lire et de lire encore et encore. Donc, donner les goûts des romans. Eh bien, n'oubliez pas, jusqu'à présent, sur 9 réponses, combien de bonnes réponses vous avez eues? On avance à la question numéro 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Bonjour. Il est bientôt midi au Joyeux et de plus en plus de clients salivent devant la vitrine du comptoir bien garni. Attendez, j'ai pas entendu. Un cookie. Un cookie. D'accord. Derrière la caisse, Alexandra Massy, très concentrée. Encaissement. 18,50 s'il vous plaît. Oui. Jean-Baptiste Durda est là pour lui prêter main forte. Tu tiens comme ça. Ouais, d'accord. Un petit coup sec. Venu du milieu de l'hôtellerie, il coordonne ici les 13 serveurs de la salle et essaye d'adapter le fonctionnement du café à ces personnes en situation de handicap mental ou cognitif. C'est toujours plein de petites solutions. Vous voyez, les machines à café sont bien plus simples que les autres. C'est juste des boutons. La caisse, ils peuvent déjà l'utiliser alors qu'ils viennent d'arriver. C'est parce que c'est avec des touches très intuitives. C'est vraiment très très simple. Qu'apprend-on sur le café joyeux? Lisez bien vos réponses. Je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Il est bientôt midi au Joyeux et de plus en plus de clients salivent devant la vitrine du comptoir bien garni. Attendez, j'ai pas entendu. Un cookie. Un cookie. D'accord. Derrière la caisse, Alexandra Massy, très concentrée. Encaissement. 18,50 s'il vous plaît. Oui. Jean-Baptiste Durda est là pour lui prêter main forte. Tu tiens comme ça. Ouais, d'accord. Un petit coup sec. Venu du milieu de l'hôtellerie, il coordonne ici les 13 serveurs de la salle et essaye d'adapter le fonctionnement du café à ces personnes en situation de handicap mental ou cognitif. C'est toujours plein de petites solutions. Vous voyez, les machines à café sont bien plus simples que les autres. C'est juste des boutons. La caisse, ils peuvent déjà l'utiliser alors qu'ils viennent d'arriver. C'est parce que c'est avec des touches très intuitives. C'est vraiment très très simple. Qu'apprend-on sur le café joyeux? Eh bien, parmi nos réponses, on a l'architecture du comptoir est très originale. On dit qu'il est très très simple, mais pas qu'il est très original. On pourrait déjà éliminer cette possibilité-là. La majorité des employés sont handicapés. Les recrutements du serveur est très strict. Les clients participent à différentes tâches. On ne parle à aucun moment des clients qui sont en train de participer ou faire quoi que ce soit. C'est plutôt un ménageur, un maître de salle qui est là en train d'aider ses employés. Donc là, on pourrait éliminer la première et la dernière question. Donc ça nous reste, la majorité des employés sont handicapés ou les recrutements du serveur est très strict. On ne parle pas des étapes de recrutement. Pourtant, dans notre audio, on entend bien quand il nous dit, donc, venu du milieu de l'hôtellerie, il coordonne ici les 13 serveurs de la salle et essaie d'adapter le fonctionnement du café à ces personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Donc, la bonne réponse, la majorité des employés sont handicapés. Toutes les réponses ici, tous les audios sont basés sur de vrais audios, des vrais reportages. Donc, c'est jamais, oui, le café joyeux, ça existe vraiment à Paris. Eh bien, on passe à la question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une zone appelée basse émission a été mise en place sur tout le territoire de la région bruxelloise pour en interdire l'accès aux véhicules diesel les plus polluants. Comme Paris avec ses nouvelles vignettes, à Bruxelles, ce sont des caméras qui repèrent les véhicules dès leur entrée et au cours de leur déplacement. Les plaques d'immatriculation sont transmises à une base de données pour vérifier le bon respect des normes européennes, sous peine de sanctions. Contre quel problème lutte la ville de Bruxelles? Lisez bien vos réponses. Je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une zone appelée basse émission a été mise en place sur tout le territoire de la région bruxelloise pour en interdire l'accès aux véhicules diesel les plus polluants. Comme Paris avec ses nouvelles vignettes, à Bruxelles, ce sont des caméras qui repèrent les véhicules dès leur entrée et au cours de leur déplacement. Les plaques d'immatriculation sont transmises à une base de données pour vérifier le bon respect des normes européennes, sous peine de sanctions. Contre quel problème lutte la ville de Bruxelles? Eh bien, nos réponses sont donc l'augmentation de l'insécurité. On ne parle pas d'insécurité au long de notre texte, donc on pourrait l'éliminer, si bien qu'on parle de caméras qui repèrent le véhicule dès leur entrée et au cours de leur déplacement. Mais on ne parle pas d'insécurité. La durée des embouteillages,
eh bien, on ne parle pas des bouchons, donc par conséquent, on ne parle pas des embouteillages. Donc, on a comme possibilité ici la mauvaise qualité de l'air ou les difficultés de stationnement. Et là, on voit qu'on dit au début de l'audio, une zone appelée basse émission a été mise en place sur tous les territoires de la région bruxelloise pour en interdire l'accès aux véhicules diesel les plus polluants. Et là, tout ce qui a été fait, ça a été autour donc de la pollution. Donc, de quoi nous parle cet audio-là? On parle de la mauvaise qualité de l'air. OK? On avance à la question numéro 2. Et on avance à la question 12. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Souvent, les conflits d'argent cachent des grandes dissensions sur l'amour ou un retrait d'amour. Et parfois, c'est parce que le couple ne va plus du tout sur le plan affectif qu'on se déchire sur l'argent. Quand une femme gagne plus que son mari ou son conjoint, peu importe, est-ce qu'on peut parler d'un couple à l'envers? Non, parce que c'est quelque chose qui provient aussi de la libération des salaires des femmes et de leur accès au pouvoir financier. Donc c'est pas à l'envers. Simplement, ça bouscule une partie des pensées des Français, en tout cas, et de tous les couples du monde. C'est-à-dire que l'homme doit détenir le pouvoir dans le couple. Ça, c'est très traditionnel. Et le pouvoir passe souvent par l'argent. Donc ça bouscule les idées reçues. À quel moment les difficultés liées à l'argent peuvent-elles poser problème au sein d'un couple? Choisissez bien votre réponse. Lisez bien. Et je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Souvent, les conflits d'argent cachent des grandes dissensions sur l'amour ou un retrait d'amour. Et parfois, c'est parce que le couple ne va plus du tout sur le plan affectif qu'on se déchire sur l'argent. Quand une femme gagne plus que son mari ou son conjoint, peu importe, est-ce qu'on peut parler d'un couple à l'envers? Non, parce que c'est quelque chose qui provient aussi de la libération des salaires des femmes et de leur accès au pouvoir financier. Donc c'est pas à l'envers. Simplement, ça bouscule une partie des pensées des Français, en tout cas, et de tous les couples du monde. C'est-à-dire que l'homme doit détenir le pouvoir dans le couple. Ça, c'est très traditionnel. Et le pouvoir passe souvent par l'argent. Donc ça bouscule les idées reçues. À quel moment les difficultés liées à l'argent peuvent-elles poser problème au sein d'un couple? Ici, c'est très intéressant parce que les idées se mélangent. Pourtant, il faut qu'on pense bien par rapport à la question posée, que c'était à quel moment les difficultés liées à l'argent peuvent-elles poser problème au sein d'un couple? Donc on a, aussitôt que les sentiments s'estompent, c'est-à-dire s'arrêtent, donc du verbe estopper, dès que les ambitions de carrière évoluent, lorsque la répartition des tâches est inégale, quand les dépenses du foyer augmentent. Si on analyse bien, on ne parle pas d'augmentation des dépenses, mais c'est un sujet autour de l'argent. Mais là, on peut éliminer la dernière possibilité, la dernière réponse. Lorsque la répartition des tâches est inégale, on ne parle pas des tâches, surtout à la maison, on parle plutôt d'argent et sentiments, donc on peut aussi éliminer cette possibilité-là. Du coup, on a, aussitôt que les sentiments s'estompent, ou dès que les ambitions de carrière évoluent. Ici, dans le texte, on a un certain moment dans l'audio qui on entend parler par exemple des coupes à l'envers, si c'était le cas, hein, mais c'est juste pour montrer que oui, une femme elle peut gagner beaucoup plus que son copain. Par contre, ça, ce n'est pas une inversion des rôles, mais tout simplement une évolution naturelle de la société, et ça peut arriver, et ça ne devrait pas poser de questions dans un couple. Par contre, au début de l'audio, on entend souvent les conflits d'argent cachent des grandes dissensions sur l'amour ou un retrait d'amour. Et parfois, c'est parce que les couples ne vont plus du tout sur le plan affectif qu'on se déchire sur l'argent. Donc la bonne réponse ici, on commence. Quand il y a plus de sentiments, là, le deuxième problème, ça vient à travers du sujet argent. Donc, aussitôt que les sentiments s'estompent. On avance, on passe à la question 13. Écoutez le document sonore
et la question. Choisissez la bonne réponse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement mesurer l'efficacité des réseaux sociaux pour les relations professionnelles ? Alors la question est de savoir ce qu'on entend par mesurer. C'est très difficile en réalité de mesurer de manière, je dirais, qualitative. Quantitativement, on peut le mesurer. On peut très bien envisager son propre réseau par le nombre d'amis que l'on a, le nombre de contacts que l'on a. Mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, et ça on y reviendra. Ça ne sert à rien d'avoir 500 amis sur Facebook et 500 contacts sur Viadeo ou LinkedIn si c'est pour ne rien en faire derrière. Donc quantitativement, oui, on peut mesurer. Qualitativement, c'est loin d'être certain. Que faut-il éviter en utilisant les réseaux sociaux dans la vie professionnelle ? Lisez bien les bonnes réponses. Les réponses, et essayez de chercher et de trouver la bonne. Je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement mesurer l'efficacité des réseaux sociaux pour les relations professionnelles ? Alors la question est de savoir ce qu'on entend par mesurer. C'est très difficile en réalité de mesurer de manière, je dirais, qualitative. Quantitativement, on peut le mesurer. On peut très bien envisager son propre réseau par le nombre d'amis que l'on a, le nombre de contacts que l'on a. Mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, et ça on y reviendra. Ça ne sert à rien d'avoir 500 amis sur Facebook et 500 contacts sur Viadeo ou LinkedIn si c'est pour ne rien en faire derrière. Donc quantitativement, oui, on peut mesurer. Qualitativement, c'est loin d'être certain. Que faut-il éviter en utilisant les réseaux sociaux dans la vie professionnelle ? Eh bien, tout d'abord, on sait bien que les sujets de notre audio, c'est les réseaux sociaux et la vie professionnelle. Donc, on a les 4 possibilités. D'accumuler un grand nombre de relations sans en tirer profit, d'attendre le contact d'entreprise après la mise à jour de son profil, de mettre en ligne un grand volume d'informations personnelles, de rechercher du travail en utilisant exclusivement Internet. Eh bien, tout d'abord, on peut éliminer certaines possibilités. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de mise à jour de notre profil, moins encore de la quantité d'informations personnelles, si c'est un grand volume ou pas. Donc, on peut éliminer la possibilité 2 ou 3, ce qui nous reste comme réponse soit A, soit D, la première ou la dernière. Ici, dans notre audio, on peut bien écouter donc on entend bien que ça ne sert à rien d'avoir 500 amis sur Facebook et 500 contacts sur Viadeo, LinkedIn, si c'est pour ne rien en faire derrière. Donc, quantitativement, oui, on peut mesurer. Qualitativement, c'est loin d'être certain. Donc, on parle, oui, du travail, donc de réseau professionnel surtout. Par contre, ici, la bonne réponse, donc, qu'il faut-il éviter en utilisant les réseaux sociaux dans la vie professionnelle ? Donc, d'accumuler un grand nombre de relations sans en tirer profit. À quoi bon avoir énormément de gens sur vos réseaux sociaux si vous n'utilisez pour rien, surtout quand il s'agit du travail ? Eh bien, on avance à la question 14. On s'approche de la fin, donc il nous manque 4 questions. Vous avez remarqué donc que le niveau il augmente à chaque fois. On a donc des audios plus difficiles et par conséquent des questions qui peuvent nous poser un petit peu de soucis car il y a des réponses très proches. Bon, je vous passe l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors vous, Blandine Lecallet, vous dites qu'avec le livre numérique, nous vivons ensemble une révolution. Ce que je vois en tant qu'auteur, c'est que le support numérique va pouvoir permettre de nouvelles formes de création, des formes de création plus mixtes, où on pourra intégrer éventuellement des images, des séquences filmées au sein d'un ouvrage ou de la musique, où on pourra éventuellement faire des arborescences en proposant plusieurs versions de l'histoire qui seront accessibles au lecteur en fonction de ses choix. Donc je crois effectivement qu'on vit une révolution, qu'on n'a peut-être pas encore conscience de tout ce que ça va nous permettre, nous les auteurs, mais que ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique et intéressant pour la création. D'après Blandine Lecallet, que permet le livre numérique ? Lisez bien les possibilités de réponse. Et je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Alors vous, Blandine Lecallet, vous dites qu'avec le livre numérique, nous vivons ensemble une révolution. Ce que je vois en tant qu'auteur, c'est que le support numérique va pouvoir permettre de nouvelles formes de création, des formes de création plus mixtes, où on pourra intégrer éventuellement des images, des séquences filmées au sein d'un ouvrage ou de la musique, où on pourra éventuellement faire des arborescences en proposant plusieurs versions de l'histoire qui seront accessibles au lecteur en fonction de ses choix. Donc je crois effectivement qu'on vit une révolution, qu'on n'a peut-être pas encore conscience de tout ce que ça va nous permettre, nous les auteurs, mais que ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique et intéressant pour la création. D'après Blandine Lecallet, que permet le livre numérique? Eh bien, parmi nos réponses, on a d'innover en matière de création littéraire, de disposer des vastes catalogues de livres, de gérer facilement l'édition des ouvrages et de rapprocher les auteurs de l'ère public. On ne parle pas de rapprochement entre auteurs et l'ère public parce qu'on parle plutôt de l'édition littéraire, de la création littéraire. On ne parle pas de disposer de vastes catalogues de livres, on parle plutôt donc de la création de livres, ce que ça nous permet. Et si on pense bien donc d'innover en matière de création littéraire ou de gérer facilement l'édition des ouvrages. L'édition elle est différente et une fois qu'on a plusieurs possibilités, ça ne va pas plutôt faciliter, mais au contraire, augmenter le travail. Ici, peut-être, si vous jouez en ligne, ou si vous jouez des jeux vidéo en général, vous voyez déjà qu'il y a des applis, il y a des jeux qui nous permettent de choisir une possibilité, et là, on a tous les jeux qui changent. Donc, on peut jouer un même jeu, mais avec des fins complètement différentes. Et là, c'est ça, ce qu'il propose ici avec cette possibilité, où Blandine nous dit, mais moi, ce que je vois en tant qu'auteur, c'est que les supports numériques vont pouvoir permettre des nouvelles formes de création. Des formes de création plus mixtes, où on pourra intégrer éventuellement des images, des séquences filmées au sein d'un ouvrage ou de la musique, où on pourra éventuellement faire des arborescences en proposant plusieurs versions de l'histoire qui seront accessibles au lecteur en fonction de ses choix. Donc ici, ce qui nous permet, quand on achète un livre, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même fin. Vous pouvez le relire 2, 3, 20, 50 fois, c'est toujours la même histoire. Mais ici, ça nous permet donc d'innover en matière de création littéraire. C'est-à-dire un livre avec plusieurs possibilités de lecture et aussi de fluidité dans le sens de avoir de la musique, un film filmé. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités dans cette matière-là. On avance à la question 15, on est déjà presque à la fin, donc n'oubliez pas de laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues et surtout si vous avez eu des difficultés avec la compréhension des audios. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre des savoirs, mais aussi transmettre des postures, des comportements, des attitudes, des valeurs aussi. Mais est-ce que c'est possible de les transmettre, justement? Je préfère l'idée de posture et d'attitude que de valeur, qui est un mot un peu piégeant. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, finalement, valeur. Parce que justement, la posture, le comportement, c'est incarné. Et c'est pour ça peut-être qu'une posture va marquer, qu'un comportement va marquer. Chaque fois finalement qu'un discours peut s'incarner dans une action, là, auprès des enfants, par exemple, on s'aperçoit cette cohérence du discours et de l'acte. Quand ils peuvent constater cela, eh bien, ça passe. Qu'est-ce qui est important dans le processus de transmission? Je vous laisse lire les réponses et de choisir la vôtre. Et je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre des savoirs, mais aussi transmettre des postures, des comportements, des attitudes, des valeurs aussi. Mais est-ce que c'est possible de les transmettre, justement? Je préfère l'idée de posture et d'attitude que de valeur, qui est un mot un peu piégeant. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, finalement, valeur. Parce que justement, la posture, le comportement, c'est incarné. Et c'est pour ça peut-être qu'une posture va marquer, qu'un comportement va marquer. Chaque fois finalement qu'un discours peut s'incarner dans une action, là, auprès des enfants, par exemple, on s'aperçoit cette cohérence du discours et de l'acte. Quand ils peuvent constater cela, eh bien, ça passe. Qu'est-ce qui est important dans le processus de transmission?
Donc, parmi nos réponses, on a d'accorder le geste à la parole, d'adopter des règles strictes, d'avoir des principes moraux, de faire preuve d'empathie. Eh bien, à aucun moment on parle de preuve d'empathie, moins encore de principes moraux. Donc, on peut éliminer les deux réponses, les dernières, et on a donc d'accorder le geste à la parole ou d'adopter des règles strictes. Mais là, c'est bien parce qu'au départ, elle nous dit, c'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre. Ici, juste au départ, elle nous dit, c'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre bon de savoir, mais aussi transmettre des postures, des comportements, des attitudes, de valeurs aussi. Donc aussi, surtout, on parle d'accorder les gestes à la parole et à aucun moment elle nous parle des règles strictes. Donc voilà la bonne réponse. Et en avant, c'est notre dernière question. Donc j'espère vraiment que cet exercice vous a plu. Mais surtout, laissez-moi donc combien de bonnes réponses vous avez eu sur 16 parce qu'avant la fin, je vais vous montrer un petit tableau pour que vous sachiez à peu près où vous placez, mais très important parce que l'idéal c'était d'écouter qu'une seule fois et de choisir la bonne réponse. Comme ça, il faut vraiment choisir, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas une deuxième écoute et là ça vous permet vraiment de vous placer selon votre niveau. Donc, je vous passe l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez créé une association qui est devenue une fédération et qui accueille maintenant une trentaine d'associations d'entraide pour des femmes africaines en France, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Il se trouve que certaines d'entre nous, à la création, on avait constaté que beaucoup de femmes rencontraient quand même encore beaucoup de difficultés pour s'intégrer dans la société française. C'est vrai, c'est pas évident. Quand on sort de son Afrique, on n'a jamais voyagé, on rencontre une autre culture. Quand bien on est très francophone, tout le monde le sait, on parle très bien français, mais il y a quand même des codes de la vie au quotidien qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas connus là-bas pour certaines. Et arriver ici, c'est pas si évident que ça. À quoi les femmes africaines sont-elles confrontées à leur arrivée en France? Eh bien, ici, vous allez lire vos réponses. Et je vous répète l'audio. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez créé une association qui est devenue une fédération et qui accueille maintenant une trentaine d'associations d'entraide pour des femmes africaines en France, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Il se trouve que certaines d'entre nous, à la création, on avait constaté que beaucoup de femmes rencontraient quand même encore beaucoup de difficultés pour s'intégrer dans la société française. C'est vrai, c'est pas évident. Quand on sort de son Afrique, on n'a jamais voyagé, on rencontre une autre culture. Quand bien on est très francophone, tout le monde le sait, on parle très bien français, mais il y a quand même des codes de la vie au quotidien qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas connus là-bas pour certaines. Et arriver ici, c'est pas si évident que ça. À quoi les femmes africaines sont-elles confrontées à leur arrivée en France? Eh bien, ici elle nous dit, tout d'abord, comme possibilité, l'incompréhension de la langue. Là, on peut éliminer tout de suite parce qu'elle nous dit, nous sommes des femmes africaines, mais on parle très bien la langue, le français, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Ensuite, elle nous parle à la complexité de démarche, à la méconnaissance des usages et à la nostalgie du pays d'origine. On ne parle pas de la nostalgie du pays d'origine non plus, donc on peut éliminer la première et la dernière possibilité. Ce qui nous reste donc à la complexité de démarche et à la méconnaissance des usages. Donc si on regarde bien, on va voir qu'elle nous dit c'est vrai, c'est pas évident quand on sort de son Afrique qu'on n'a jamais voyagé. On rencontre une autre culture quand bien même on est très francophone, on parle très bien français, mais il y a quand même les codes de la vie au quotidien qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'en a pas connu là-bas pour certaines, et arriver ici, c'est pas si évident que ça. Donc ici, par rapport, ce n'est pas vraiment à la complexité des démarches, mais plutôt à la méconnaissance des usages. Eh bien, on a fini. On a eu 16 questions au total. J'aimerais bien savoir combien de bonnes réponses vous avez eu sur 16, en sachant qu'on a un petit tableau. Je vous mets ici, sous l'écran.
en sachant que si vous avez eu qu'une bonne réponse, donc là on dit que vous avez eu le niveau 1, 1 sur 16. Si vous avez eu 2 sur 16, vous avez atteint le niveau A2. 10 réponses sur 16, donc niveau B1, 10 réponses sur 16, niveau B2, 14 sur 16, niveau C1, et toutes les bonnes réponses, 16 sur 16, l'ont le niveau C1+. Je vous rappelle donc que l'objectif ici, c'était de travailler la compréhension orale. Pourtant, l'idéal, c'était d'écouter seulement une fois et tout de suite, choisissez la bonne réponse sans les droits à une deuxième écoute. Et en plus, en lisant plus vite, car normalement, quand on passe le TCF, on a 39 questions sur 35 minutes, donc vous n'avez pas trop de temps à réfléchir. Et en plus, la plupart du temps, vous n'écoutez qu'une seule fois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous entraîner. Si vous êtes là, mais vous dites, ah ok, mais je vais passer le DELF ou le DALF, donc c'est bien aussi pour vous entraîner parce qu'il y a la partie de compréhension orale. Ce que j'adore par rapport à ces sortes d'exercices ici, comme vous avez remarqué, car on a le français francophone, et c'est ça le français du quotidien. Il n'y a pas des français natifs d'où? De la France, du Maroc, de l'Algérie, du Québec, donc ça peut varier énormément. Et en plus, c'est bien, pourquoi? Parce que ça donne la possibilité de travailler, pas vraiment, parce que parfois on voyait qu'il y avait plusieurs possibilités, mais il fallait raffiner la réponse selon la question posée et les contextes demandés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai pris les audios, cet exercice, sur le site de RFI, Radio France Internationale, et dans la partie de Le Français Facile avec RFI. Donc, le site officiel, c'est françaisfacile.rfi.fr. J'espère que vous avez bien réussi. Donc, laissez-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eu sur 16. Je vous invite, une fois de plus, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Si vous avez eu des difficultés, je vous invite à revoir la vidéo. Il y a d'autres exercices de compréhension orale, mais il y a aussi des textes, de production écrite, de compréhension écrite, des productions orales, il y aura bientôt. Donc, je vous invite à regarder les playlists et surtout pensez à devenir membre de cette chaîne. Comme ça, vous pouvez m'encourager à vous apporter de plus en plus de vidéos. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!